Et je vais beaucoup insister en fait sur ces perspectives nouvelles du travail et peut-être même ces comportements qui, pour vous, dirigeants, nous amènent à nous étonner volontairement. Une entreprise archipel, c'est pour moi prendre au sérieux l'idée qu'on va avoir dans nos équipes de plus en plus de personnes qui vont avoir une représentation de ce qu'est le travail, de ce qu'est l'engagement au travail, de ce qu'est donc la posture managériale d'une autre nature que la mienne. Pour quelqu'un qui est de ma génération, de mon âge, de mon parcours, si je m'observe, si je réfléchis à la manière dont je fonctionne, depuis tout petit, depuis des années, au centre de ma vie, il y a la famille, il y a le travail et tout tourne autour. Vous verrez que j'insisterai beaucoup sur cette idée de centralité et de remise en question de cette centralité. Depuis plusieurs années, en tant qu'enseignant aujourd'hui, chercheur en sciences sociales, mais aussi homme de ressources humaines, j'ai été DRH notamment pendant 15 ans chez L'Oréal. Dans ces institutions, en fait, en tant qu'RH, j'étais assez à l'aise avec les cultures d'entreprise de l'époque parce qu'on y mettait beaucoup de notre engagement et au centre de nos vies, il y avait le travail, la famille et tout tournait autour. Depuis plusieurs années, et c'est pour moi un objet de questionnement et on va co-construire ce soir ensemble, je rencontre des personnes qui n'ont pas cette centralité du travail dans leur existence. Elles ont plusieurs vies à vivre en même temps sur différentes scènes. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe, nous avons choisi ce titre, l'entreprise archipel. Et dans les organisations qui sont les vôtres, les équipes diversifiées qui sont avec vous, on va avoir comme défi de créer un socle culturel commun avec des personnes qui vont discuter de plus en plus des principes mêmes de fonctionnement qui sont les nôtres. Je vais prendre un exemple tout de suite très concret pour voir en fait l'actualité de cette situation. J'étais juste avant en fait les vacances de Noël, donc début décembre, j'étais en conversation avec un expert comptable de la région Centre. Et cet homme a 5 à 6 entités, 5 à 6 entités dans la région Centre, et il va jusque dans le Maine-et-Loire. Et il me dit, Philippe, j'ai été écouté, je vois sur ce sur quoi tu travailles, tu t'intéresses à la question de la reconnaissance au travail, de l'engagement, de l'interculturel. Et puis, il me livre cette anecdote qui, pour lui, est un questionnement très profond sur le sens même de son existence. Il me dit, j'ai rencontré la semaine dernière un jeune expert comptable. Alors, c'est quelqu'un qui a 28-29 ans, donc qui lui fait face. Et ce jeune expert comptable fait face donc à ce dirigeant qui a une petite soixantaine d'années. Et ce jeune expert comptable, à la moitié de l'entretien, dit à ce monsieur qui est supposé le recruter, « Je vais venir chez vous ». Alors déjà, vous allez voir dans notre soirée, ça pose la question souvent du renversement de la présomption de compétence. C'est aujourd'hui, mais on le sait bien, l'employeur qui doit se rendre suffisamment attractif pour faire venir à lui des ressources qui demain seront créatrices de valeur. Donc si je viens chez vous, j'y reviendrai parce que c'est aussi une réflexion assez forte sur l'évolution de notre société. Le renversement de la présomption de compétence. Je reprends la formule de Michel Serres, le philosophe. Mais vous verrez que c'est un homme que je vais citer assez souvent. Si je viens chez vous, il faut que je vous dise, je vais venir lundi, mardi et mercredi, et vous pouvez compter sur moi comme expert comptable à 110%. Alors je me souviens que le monsieur qui lui faisait face était en train de se dire « mais il veut travailler à temps partiel ?» Ah bah pas du tout. Ce jeune expert comptable souligne qu'avec les technologies modernes, le travail à distance, on peut parfaitement faire ce qu'on a à faire, en fait, en équipe quasiment déspatialisée. Le jeudi, vous ne le savez pas, mais ma grande passion dans la vie, en fait, c'est la sculpture. J'ai développé un site internet sur lequel je commence à vendre certaines de mes œuvres. Et j'ai la grande chance, en fait, de former des jeunes à la sculpture. J'ai développé des vidéos, je fais des tutos dans l'univers, en fait, de la sculpture. Ça, le jeudi, c'est quelque chose que je souhaiterais de tout mon cœur pouvoir vivre. Et le vendredi, Jean-Christophe, le vendredi, cet expert comptable ajoute, donc tu vois, on pourrait quasiment dire le choc des générations, là, si je prends la photo à ce moment-là. Le vendredi, pour donner davantage de sens à mon existence, je distribue des repas dans une association. Si je devais définir en fait ce qu'est la perspective de l'entreprise archipel, je la définirais
un peu comme ça. Vous avez en face, en confrontation, du côté du monsieur plus âgé, l'idée qu'on donne tout à son travail et que d'une certaine manière le surinvestissement est plutôt bon. Si on est dans le viseur du chef, on réussit sa carrière. C'est ça aussi que je vais questionner ce soir. Et puis de l'autre côté, vous avez cette personne qui a une autre représentation du monde. Elle a plusieurs vies à vivre en même temps, en s'investissant sur différentes scènes et en cultivant plusieurs personnages professionnels. L'autre idée aussi, c'est que vous avez plusieurs sources de rémunération possibles. Ce modèle de l'entreprise archipel, aujourd'hui, les théoriciens ont des appellations comme les slashers. Les slashers, ce sont des personnes qui font des compartiments dans leur existence et qui vont, sur une même semaine, sur une même quinzaine, sur un même mois, vouloir véritablement vivre des immersions fortes, culturelles, très différenciées. Dans nos enquêtes, c'est 5 à 7% de la classe d'âge, pas plus. Mais quand on voit aujourd'hui les nouvelles conditions de mobilité géographique d'une partie de la population, quand on voit les possibilités de travail à distance, quand on voit aussi le désengagement par rapport à des figures de centralisation politique trop fortes, on peut vraiment prendre au sérieux cette configuration nouvelle qui nous fait passer du centre à des centres, de la pyramide à autre chose, du ou au et. Il convient de se casser les os de la tête. Si on veut créer de la valeur avec des personnes qui de plus en plus vont discuter des principes, si on veut créer un socle culturel commun avec des personnes qui, toutes petites, on éveille leur esprit critique, il va falloir de plus en plus que nous nous étonnions volontairement. Un talent, c'est quelqu'un qui, par son mode de questionnement, vous perce à jour, vous invite vraiment à penser le sens même de votre existence. J'en ai rencontré quelques-uns, je continue d'avoir cette chance. Le talent n'a pas d'âge. Rimbaud l'a perdu à 19 ans, Chateaubriand écrivait à 74 ans. Le talent n'a a priori qu'une condition, l'environnement apprenant. L'entreprise archipel est créatrice d'environnements apprenants. Un talent, première idée, c'est quelqu'un qui, quand il est sur le terrain, fait les passes décisives et plante des buts. Ce n'est pas un potentiel. Un potentiel, on suppose qu'il va faire. Non. Dans l'entreprise archipel, le talent, on lui donne sa chance qu'à la condition où il délivre. Première idée. Donc un talent, c'est quelqu'un d'excellent. Deuxième idée, un talent, c'est quelqu'un de rare parce que différent. Et dans nos organisations, quand vous avez quelqu'un d'excellent et de différent, qu'est-ce qu'il arrive souvent ? C'est simple, ces personnes sont mises à mort. Elles sont chassées par l'organisation, par ses routines, par son conformisme, par son incapacité parfois, ou même souvent, à accepter que le talent nous renvoie à quoi ? À notre incompétence consciente. Dans l'entreprise archipel, exploratrice et protectrice des talents, il convient d'accepter l'idée que quand quelqu'un est excellent et différent, il faut lui donner quoi ? Plus de temps qu'à quelqu'un d'autre. Plus d'attention vigilante aussi. Et ça, c'est quelque chose que je veux partager avec vous. Il convient de lutter contre l'égalitarisme qui consiste à niveler, à accorder la même chose à tous. Ça va parfois très vite. Si vous avez peu de temps, vous avez une pression juridique ou vous avez une pression d'un contexte qui amène à l'égalitarisme, tout nous pousse à traiter les gens de la même manière. Ça, ce n'est pas l'entreprise archipel au sens où je le définis. L'entreprise archipel, c'est passer de l'égalitarisme à l'équité. L'équité, c'est, pour un dirigeant, accorder plus de temps à quelqu'un qui le mérite parce que son effort va créer de la valeur pour tous. C'est assumer une différence, je vais reprendre la formule d'Aristote, assumer une différence qui profite à tous. Un talent, c'est quelqu'un qui vous prend de l'énergie et du temps pour, au final, vous inviter à regarder vos questions sous un autre angle. Alors j'oppose souvent le talent à ceux qu'on va appeler avec un petit peu de distance les hauts potentiels. Le haut potentiel ressemble au chef. Il s'habille comme le chef, il mange comme le chef, il habite au même endroit que le chef et ne pense qu'à une chose, au covoiturage avec le chef. Le talent transmet tour de main, bonne pratique et coup d'œil à tous les niveaux dans l'organisation. Le talent, c'est quelqu'un qui est dans l'énergigramme. Le haut potentiel est dans la crainte de l'organigramme. Quand j'étais jeune, j'allais voir le médecin. J'allais voir le médecin et j'attendais que le médecin
Je tends les mains comme ça. J'attendais que le médecin me livre son diagnostic du haut vers le bas, modèle hiérarchique vertical, en me donnant, d'une certaine manière, son savoir. Aujourd'hui, quelqu'un qui va fonctionner un peu comme la petite poussette de Michel Serres, et que dans mes travaux, je nomme, en m'inspirant de l'anthropologue Edward T. Hall, polychrones, chronos le temps, poly plusieurs, ces êtres, vous savez, qui sont avec vous, mais sans cesse avec quelqu'un d'autre en même temps. Dans l'amphi, c'est très puissant. Dans le quotidien de nos existences, de plus en plus, en famille, avec vous. Ils sont avec vous, mais sans cesse avec quelqu'un d'autre en même temps. Ils sont dans un rapport au temps simultané. Je ne suis pas du tout fait comme ça. Je suis quelqu'un qui est dans un rapport au temps juxtaposé, une chose après l'autre, un moment après l'autre, un candidat après l'autre. C'est ça, hein, le défi de l'entreprise Archipel. C'est revisiter les catégories culturelles qui sont les nôtres sur le temps, monochrone, polychrone, l'espace et l'autorité. Et nous sommes en train de vivre, dans le pays c'est certain, en Europe c'est aussi certain, mais dans le champ du travail et des organisations, cette transformation. Et donc quelqu'un qui est polychrone, hein, vraiment j'insiste, c'est quelqu'un qui est avec toi, mais sans cesse avec quelqu'un d'autre en même temps. C'est un défi pour le DRH, c'est un défi pour votre comité de direction, c'est un défi pour le professeur que je suis. Il est avec toi, mais sans cesse avec d'autres perspectives en archipel. Ben, le polychrone, en fait, quand il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet commencer son autodiagnostic. C'est quelqu'un qui veut savoir. C'est qu'un moteur à curiosité. Il veut savoir. Puis après, il va échanger, en fait, sur des plateformes où parfois, d'ailleurs, il peut s'inventer des maladies, hein, potentiellement. Hein. Il va co-construire une vérité d'ordre supérieur avec des maillons de la chaîne. Cette façon de faire est en train de percuter tous les segments de nos existences, tous les secteurs de production, tous ceux qui créent de la valeur. Et vous avez non pas une substitution, ça serait trop simple, mais vous avez une coexistence de plus en plus aiguë du monochrone, de l'homme que je suis, on ne peut pas changer. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit « Philippe, dépêche-toi, ne perds pas ton temps ». Donc je suis sans arrêt en train de courir après le temps qui passe, dans une sorte d'anxiété diffuse. Je me lève le matin, je vois ma journée comme une succession d'obstacles et de tâches à accomplir. Je suis monsieur to-do list. Ça me fait beaucoup de bien d'être avec vous ce soir. Hein. Ça a cette vertu, en fait, quasiment cathartique. Je suis monochrone, une chose après l'autre, un candidat après l'autre, une tâche après l'autre. Et j'ai la grande chance, parce que c'est une chance, de rencontrer des êtres qui ont plusieurs vies à vivre en même temps, mais aussi un autre rapport au temps. Et ça, beaucoup plus finement, on peut l'appréhender. 5 formes d'organisation qui, à mon avis, coexistent dans nos structures et renvoient pas uniquement à l'âge des gens. Je ne suis pas Y-ologue. L'Y-ologue prend au sérieux l'idée que si tu connais l'âge de quelqu'un, tu vas pouvoir, avec suffisamment de finesse, savoir un peu ses valeurs, ses attitudes et ses comportements. Ça, c'est un modèle prédictif qui ne m'apparaît pas du tout en lien avec ce que nous constatons dans nos enquêtes. Donc l'Y-ologie, elle a une vertu. Hein. Elle nous fait passer supposément d'un modèle à un autre. C'est paresseux. Non. Ce que je vais défendre comme idée ce soir, avec force, avec engagement, c'est qu'une entreprise créatrice de valeur, c'est une entreprise qui accepte et qui prend au sérieux l'idée que face à nous, avec nous, face à nous et avec nous, nous allons avoir des êtres qui vont avoir des valeurs, des attitudes et des comportements, si on s'y prend bien, si on ne les chasse pas au moment du recrutement, de plus en plus différents de nous. Dans notre rapport au temps, dans notre rapport à l'espace physique et symbolique et dans notre rapport à l'autorité. Pour vous le dire d'une formule un peu rapide, le management de la diversité, ça va être de plus en plus la diversité de notre propre management. Et ceux qui sont talentueux vont vouloir que vous soyez à leur côté, d'une certaine manière un peu polyfacettés, un petit peu différents en fonction des scènes. Sauf que ça, ce challenge-là, il est très très exigeant. Moi, je viens d'un monde, en fait, et d'une forme d'organisation qu'on va appeler ensemble le modèle de la loyauté. Le modèle de la loyauté, si ça se passe bien, tu rentres dans l'entreprise et à ce moment-là, tu échanges de la sécurité de destin contre une très forte implication. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Quand je suis rentré chez L'Oréal, d'abord, j'étais extrêmement fier. Dans mon parcours de vie, c'est peut-être idiot, mais je me disais, tiens, tu accèdes à un monde de rareté. J'étais fier. Première dimension du modèle. On est fier d'appartenir à l'entreprise qui t'emploie. Puis après, la première chose qu'on m'a dite, c'est ici, ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans. 3 mois, c'est la période d'essai, 3 ans, c'est le premier job, et ensuite, très grande sélectivité, on va dire. Si ça se passe bien, on échange de la sécurité de parcours contre une très forte implication. Et on place au centre de son existence quoi?
le travail. Et tout tourne autour. Et si tu perds ton travail, tu perds tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme qui te remette le pied à l'étrier. Vous voyez aussi ce qu'on pourrait dessiner comme ça, en filigrane de notre conversation ce soir, c'est quel est le plus grand péril des modes d'organisation, hein. Là, le plus grand péril, en fait, je vous propose ça, c'est de déchoir. Si tu tombes, tu perds tout. Tu donnes le stylo à quelqu'un, tu lui dis « dessine-moi l'entreprise ». Dans le premier modèle, la loyauté, il n'y a pas de question. La personne dessine en fait une pyramide hiérarchique et elle va distinguer 3 catégories. Elle commence en fait, pour elle c'est normal, elle commence par la catégorie des cadres. Ah oui, mais attention, dans ce modèle d'organisation, il y a 2 types de cadres. Il y a les cadres dirigeants. Alors ceux-là, ils sont en état de lévitation, ils tutoient les étoiles en général, et ils ont même une place de parking réservée, voire même un bureau bien orienté. Donc là, vous voyez, dans ce type d'organisation, le modèle de la loyauté, c'est quelque chose de normé, c'est quelque chose qui, soyons clairs, est le produit, en fait, de siècles d'héritage socio-historique. Là, j'ai l'impression de prendre un peu de distance et de le fustiger de façon un peu rapide, mais je pense que c'est totalement constitutif de l'évolution du sens du travail et de la centralité du travail dans nos vies. Il y a des cadres dirigeants. D'ailleurs, si j'allais un tout petit peu plus loin, dans certaines organisations, ces cadres sont tellement importants qu'ils sont même hors cadre ou hors catégorie, ça existe. C'est-à-dire qu'ils sont même gérés à part. Modèle de la loyauté, c'est un modèle dans lequel toute ta vie, tu es au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Cadre dirigeant, cadre opérationnel, puis après, tu as un passage qui est comme le passage de l'ombre à la lumière. C'est le passage cadre. J'ai des gens qui me disent « Mais Philippe, fais attention, il n'est pas cadre, il est assimilé cadre. » C'est pas pareil. Clergé, noblesse et tiers état. C'est-à-dire que ce modèle-là ne disparaît pas aujourd'hui, peut-être même que dans certains bassins d'emploi, il se renforce, et qu'il continue d'influencer très puissamment nos jeunes générations. Donc dans le modèle de la loyauté, je vous propose une autre caractéristique, on ne parle jamais d'argent. On est à des années-lumière de mes jeunes étudiants qui, à la fin d'un cours, me demandent combien vous gagnez, monsieur. Je fonctionnais comme ça, moi, quand j'étais DRH il y a quelque temps. La personne rentrait dans mon bureau et j'avais l'impression qu'elle voulait me parler de salaire. À l'époque, ça ne marcherait plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça fonctionnait, je lui disais « T'inquiète pas, ça viendra ». Il s'agissait d'être digne de la vocation qui était la nôtre. Ce modèle de la loyauté, je vous le décris ici rapidement, c'est le chef qui fait ta carrière. C'est-à-dire que si le chef t'accorde sa confiance et qu'il a l'oreille du chef, tu fais carrière. C'est un modèle dans lequel, en général, les partenaires sociaux sont présents et ils vont avoir une influence dans la direction de l'organisation. C'est un modèle latin, c'est ça aussi que je veux partager avec vous. C'est le modèle du père. Soyons clairs, les femmes sont rarement présentes dans les sphères dirigeantes dans ce modèle. Donc vous avez une domination masculine assez forte qui consiste à encourager la figure du père et parfois à chasser ceux qui ne correspondent pas au mode de fonctionnement du père. Deuxième modèle, tu donnes le stylo à quelqu'un, tu lui dis « dessine-moi l'entreprise ». Et là, la personne va déjà nous emmener dans la voie du renversement de la présomption de compétence. Elle va te dire « non, j'ai pas confiance ». Ah bon, t'as pas confiance ? Je vais te dessiner ma carrière. Le deuxième modèle, je vous propose qu'on l'appelle ensemble l'employabilité. Si le premier modèle est le modèle du père, le deuxième modèle, c'est le modèle des pairs, P-A-I-R-S. Dans le deuxième modèle, ce sont les chasseurs de tête, si tu es cadre, qui font ta carrière. Ce sont les réseaux d'anciens que tu aimes continuer de faire vivre. Et en général, si dans le premier modèle, tu es la femme ou l'homme de l'organisation, dans le deuxième modèle d'organisation, l'employabilité, tu vas être la femme ou l'homme du marché du travail. Ce que je crois, mais moi ça m'intéressera beaucoup de partager ça dans quelques minutes avec vous, c'est que vous vivez en ce moment la coexistence de ces 2 formes d'organisation. Les 2 existent. Dans le premier, le chef fait ta carrière. Dans le deuxième, les chasseurs de tête, les réseaux d'anciens. Premier modèle, modèle plutôt latin. Deuxième modèle, modèle plutôt anglo-saxon. Le plus grand péril, c'est pas de déchoir. Non. Le plus grand péril, c'est de ne pas signer de contrat sous le regard de Dieu, nous dirait Philippe Diribarne. En arrière-fond historique, si on devait donner une autre clé, un peu d'explication, vous avez plutôt le catholicisme social dans le premier modèle et les diverses formes de protestantisme dans le deuxième. L'entreprise archipel, c'est la possibilité pour nous d'articuler en fait ces formes d'organisation. Troisième forme d'organisation, on se rapproche beaucoup plus là de mes étudiants et de ceux qui viennent me voir à la fin pour me demander combien vous gagnez, monsieur. Alors on est chez Google, cette photo, elle a fait un petit peu le tour du monde. Qu'est-ce qui est frappant ? Vous avez des polychrones. Le polychrone, c'est quelqu'un qui est avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Donc vous avez des écrans, vous avez plusieurs écrans dans l'écran, vous avez même sur la gauche quelqu'un qui a un casque,
Donc il est avec toi, toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Et si on regarde dans cette photo, moi je l'aime beaucoup, vous avez plusieurs choses intéressantes. Vous avez 2 vélos, un à gauche, un à droite. Alors ça, pour le DRH que je suis, c'est des questions nouvelles qui peuvent se poser en entretien, du genre, est-ce que le midi, je peux prendre ma douche parce que moi, je veux faire du vélo et entretenir mon corps pendant la journée de travail? Troisième modèle, je vous propose qu'on l'appelle ensemble la communauté de métiers. Dans le premier modèle, on est salarié. Dans le deuxième modèle, on est salarié. Là, si ça se passe bien, qu'est-ce que tu deviens? Salarié, entrepreneur et actionnaire. Et ça, c'est une question aussi pour vous, au comité de direction. Dans quelle mesure vais-je faire rentrer au board ou dans le capital des personnes qui seraient talentueuses, excellentes, différentes et généreuses? Donc ce troisième modèle d'organisation, qui fait ta carrière? Ce n'est pas le chef directement, non. Ce n'est pas ta reconnaissance uniquement sur le marché du travail, non. C'est le fait de rentrer en fait dans un réseau professionnel et qui t'accorde de la grandeur. C'est ce que je vous propose d'appeler avec moi l'imaginaire de la troupe. Dans le troisième modèle, un point très important que je veux souligner, c'est qu'en fait, ce sont les critiques dans ton métier qui font ta carrière. Quand vous êtes une chanteuse d'opéra, vous êtes a priori un talent. Qui fait véritablement ta carrière? Ton corps, la résistance de ta voix, c'est certain. Sans le corps, il n'y a pas de carrière. Mais qui va véritablement faire ta carrière et complètement transformer l'univers? Une critique artiste. Quelqu'un qui prend la plume dans un journal au XIXe siècle et qui accélère la carrière d'une jeune chanteuse, aujourd'hui, qui a cette fonction? Et qui transforme le quotidien de vos organisations et donc du coup la vie de vos équipes? Des influenceurs. Des gens qui ont un pouvoir en fait pour dire ce qui est grand, ce qui est petit dans votre propre métier. Autrefois, ces influenceurs étaient physiques. Aujourd'hui, vous le savez mieux encore que moi, ces influenceurs sont en communauté de clients. Là, vous avez 3 temps du capitalisme. Vous avez, de mon point de vue, le passage de la pyramide au réseau et le prolongement de l'archipel. Quand on vit dans un monde de confirmation qui valorise les hauts potentiels et chasse les talents, on vit dans le premier temps qui est ici. J'ai pris le temps de la construction européenne. On sait toujours à l'avance ce qui est bon pour nous et pour les autres. Alors vous connaissez ça, je pense. Au paradis européen, les Français sont les cuisiniers, les Italiens sont les amants, je ne ferai pas de commentaires, les Anglais font la police, les Allemands travaillent et le tout est organisé par les Suisses. Là, on est dans une perspective bien balisée, monoculturelle, où chacun est à sa place. Et donc, dans la vraie vie, ça peut être l'enfer. Les Anglais sont les cuisiniers, les Suisses sont les amants, les Allemands font la police, les Français travaillent, et le tout est organisé par les Italiens. Merci beaucoup.